Bonjour et bienvenue sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Charlène Descolonges. Bonjour Charlène. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. On va parler de l'eau aujourd'hui, sujet brûlant, sujet clivant. Moi personnellement, je suis un peu vénère en ce moment. Vous avez pu peut-être le voir dans mes posts, même s'il y a une pointe d'humour. On est là avec une hydrologue qui va essayer d'apaiser un petit peu, mettre les choses dans l'ordre. On va parler de tout un tas de sujets. D'abord, le besoin de pédagogie derrière ce sujet extrêmement complexe qui est l'eau. Ici sur Plan B, on a une audience assez calée en général sur les sujets environnementaux, et pourtant tout le monde pourrait bénéficier d'un niveau de compréhension supplémentaire sur ce sujet qui recueille de plus en plus d'attention depuis peu. On va réagir sur le plan eau qui vient d'être annoncé par le gouvernement, où Charlène va développer, on va dire, un angle de vue, et puis le sujet des bassines, tout aussi, enfin extrêmement clivant aussi. D'abord, félicitations à l'ensemble des hydrologues qui sont en train de devenir depuis peu des véritables rockstars, hein. Donc, plus la planète va mal, plus ils sont populaires. Félicitations à vous. Non, je le dis de manière un peu ironique, mais effectivement, ils n'auront eu cesse pourtant d'alerter depuis assez longtemps sur ce sujet qui était très sous-estimé, y compris par des gens comme moi qui ont longtemps comment dire, porté beaucoup d'attention sur les sujets climat, énergie, qui sont d'ailleurs très liés à l'eau, on va en parler aussi, et négliger le sujet eau qu'on se prend un petit peu en pleine figure. Voilà, sans plus attendre, Charlène, peut-être je te laisse te présenter brièvement et aussi peut-être introduire sur notre audience sur la complexité du cycle de l'eau. Oui, merci beaucoup, merci Cyrus, merci pour ton travail aussi avec Plan B qui est remarquable. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour parler de cet enjeu qui est crucial et bouillant dans l'actualité. Donc, je suis Charlène Descolonges, hydrologue de formation et ingénieure de l'école des mines. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une collectivité en tant que fonctionnaire pour conseiller les élus sur les enjeux de l'eau et le partage de la ressource en eau. Alors que en fait, cette collectivité en question était située dans on se considère le château d'eau des Alpes. C'était a priori un territoire épargné par la question du partage de l'eau. On a de l'eau en abondance grâce aux glaciers, mais il y a quand même des tensions qui apparaissaient. Donc, j'ai travaillé sur ces questions-là pendant 4 ans et je suis devenue un petit peu spécialiste des questions de politique publique de l'eau, question du partage de l'eau entre les usages et des milieux aquatiques. Donc, aujourd'hui, j'exerce en tant qu'indépendante. J'ai quitté la fonction publique pour conseiller, toujours continuer à faire de la pédagogie et expliquer, vulgariser les enjeux du cycle de l'eau. Et voilà, j'œuvre pour plusieurs associations et j'ai créé la mienne. J'ai cofondé l'association pour une hydrologie régénérative l'année dernière avec donc des collègues pour justement proposer des solutions fondées sur la nature qui visent à régénérer massivement le cycle de l'eau douce qu'on a profondément perturbé. Donc on aura l'occasion d'en reparler un peu après. Donc Charlène, oui, donc c'est un sujet qui est monté très vite en assez peu de temps, sur lequel il se dit beaucoup de choses. Quel besoin prioritaire de pédagogie est-ce que tu vois? Alors, il y en a beaucoup. Déjà, expliquer une chose assez contre-intuitive, c'est de dire que le cycle de l'eau qu'on a appris à l'école, on a tous appris en CM2 le cycle de l'eau, ben, en fait, il y a une étude de 2019 qui montre, très sérieuse, internationale, qui montre qu'en fait, notre représentation du cycle de l'eau est fausse. La plupart des gens considèrent le cycle de l'eau comme quelque chose de complètement naturel, on va dire complètement indépendant des activités des êtres humains. Sauf qu'en fait, depuis plusieurs dizaines d'années, maintenant, voilà, depuis l'Anthropocène, hein, qu'on appelle l'Anthropocène, le cycle de l'eau a été profondément altéré par nos activités humaines et ce, bien avant d'avoir perturbé le climat. Le climat va venir révéler les désordres qu'on a déjà occasionnés sur le cycle de l'eau. Donc, je pense que première chose, c'est de dire ça, qu'on a vraiment euh, en quoi est-ce qu'on a altéré le cycle de l'eau? Est-ce que c'est grave? Pourquoi? Etc. Et en fait, tout l'enjeu, ça va être de traduire cette complexité et les impacts systémiques sur cette ressource en eau.
Est-ce que tu veux que je détaille un petit peu plus ce que je viens de dire? Oui, oui, allez, oui. Prends ton temps. Alors, c'est parti. Je pense que déjà, le premier impact, avant de parler du climat, c'est celui de notre aménagement du territoire. Il faut savoir que historiquement, les villes, toutes nos activités humaines, elles se sont concentrées et développées autour des points d'eau, autour des rivières, autour des nappes, etc. Et quand on n'avait pas d'eau, eh ben, on la détournait pour subvenir aux besoins du développement de la société humaine d'une manière générale, que ce soit pour l'agriculture, l'industrie, l'énergie, etc. Donc, à la base, voilà, on s'est implanté sur un territoire où il y a de l'eau et on a développé tout un tissu économique, industriel autour de l'eau. Ce faisant, donc on a prélevé beaucoup d'eau dans les nappes, dans les rivières, dans les sources, dans les lacs, et ça, c'est déjà une première chose. On s'est approprié ce qu'on appelle l'eau bleue, l'eau qui est visible. Mais on s'est aussi approprié l'eau verte. Et ça, moi, je m'attarderai un peu là-dessus, puisque l'eau verte, c'est l'eau qui est contenue dans les sols et utilisée par les plantes pour grandir, pour transpirer. Voilà. Donc ça, cette eau verte, elle est très importante. Principalement celle qui nourrit les vaches, les ruminants en On peut général. dire ça comme ça, Ouais. les hommes, et puis effectivement le bétail que nous mangeons. Et en fait, cette eau verte, eh ben, aujourd'hui, c'est la limite planétaire qui a été franchie. Quand on parle de limite planétaire de l'eau, en fait, on parle de la limite planétaire de l'eau verte. L'humidité des sols a été profondément altérée, à tel point que, voilà, on a franchi une limite depuis cet anthropocène. On ne sait pas depuis quand, hein, exactement. D'après l'article, c'est pas très clair, mais on sait qu'on l'a franchi parce qu'on est dans un euh, système Terre qui est tellement perturbé par ailleurs que en fait cette limite planétaire n'est plus assurée. Donc en fait, pourquoi elle a été franchie? Effectivement, c'est en déforestant massivement pour implanter des cultures qui vont ensuite nourrir du bétail. C'est par une activité agricole elle-même très intensive, avec des pesticides qui tuent les sols, qui les rend imperméables à la moindre pluie. C'est en urbanisant massivement les villes, en Le labour densifiant aussi, le le tassement des sols, labour, bien voilà, sûr. qui Le, limite l'infiltration de l'eau dans le sol. voilà. Et tout ça, ça a pour effet de rendre les sols comme ça, comme du béton. Et donc, on a des problèmes d'érosion, de ruissellement, de perte de biodiversité, etc. En fait, on a déjà à ce stade complètement bouleversé le cycle de l'eau, ne serait-ce qu'en accélérant son ruissellement le plus vite possible, le plus loin possible dans les rivières et jusqu'à la mer. Donc, avant même de parler du climat, on a profondément perturbé ce paramètre-là. Ensuite, il y a les prélèvements en eau. On a complètement asséché des nappes souterraines. On a extrait massivement des mètres cubes qui ont mis des millions, des milliards d'années à se constituer dans nos sols. Et donc, on a mis en surface de l'eau qui était souterraine. Donc, de base, on a accéléré aussi ce cycle de l'eau. On a même des études qui montrent que en ayant extrait massivement cette eau souterraine, on aurait contribué à, à l'élévation du niveau marin, avant même de parler du climat. Ça, c'est assez surprenant. Alors là, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais à l'échelle mondiale, on peut quantifier ça que par ce qu'on appelle le minage des eaux souterraines. C'est une surexploitation de la nappe. Ça veut dire Hmm. qu'on extrait trop d'eau trop vite, plus que le système aquifère n'est capable de se renouveler. Il y a Donc, des régions dans lesquelles on extrait même des nappes fossiles, donc qui datent de, je sais pas, j'imagine 10-15 000 ans, et qui donc se régénéreront jamais. Enfin, jamais. au moins les nappes phréatiques en général, au moins elles se rechargent si on les laisse tranquilles un moment. Mais là, c'est Ouais. irréversible, les nappes fossiles. Alors pas en France, je pense, mais je sais pas, en Inde peut-être, dans tout. Voilà, Ouais. tout à fait. L'Inde, c'est en général le pays qui est qui est montré comme celui qui a le plus fort taux de minage des eaux souterraines, effectivement. Euh, et donc, ils en reviennent, effectivement. Et en fait, ces désordres occasionnent ce qu'on appelle en extrayant massivement cette eau souterraine, on salinise
les terres. C'est assez fou, mais on abaisse le niveau de la nappe et donc en fait par un phénomène de dépôt, il y a des dépôts de sel en fait au fond des cuvettes qui fait que on se retrouve à avoir des terres infertiles et donc irréversibles. On peut pas, sans parler en fait du non renouvellement de ces nappes, hein, c'est vraiment on a complètement euh, désertifié le paysage et rendu infertile certaines terres qui l'étaient autrefois. Hmm. En soi, l'irrigation aussi, en soi, salinise les sols. J'entendais une explication de Marc-André Solos que je serais pas capable de reproduire avec toute une réaction chimique en chaîne, Mm. mais ça vient se rajouter à ça. Mm, tout à fait. Oui, oui, oui. Alors, j'ai pas non plus connaissance exactement. Je sais pas si c'est en lien avec ce que je viens de dire, mais je pense que si c'est de ça dont on voulait parler, Marc-André Solos, c'est effectivement Je en mettrai le Inde. lien vers l'interview, je Ouais. pointerai à quelle minute En tout cas, en vous Inde, avez. c'est quelque chose qui est observé. Le fait d'avoir Ouais. beaucoup irrigué à partir de nappes souterraines a contribué à la salinisation des terres. Et puis pardon, je t'ai coupé aussi juste avant, encore à un moment où tu commençais à parler d'urbanisation, j'imagine d'étalement urbain, donc là aussi des ruptures de continuité écologique des cours d'eau, enfin ça y contribue aussi, j'imagine. Oui, complètement. On a un chiffre moyen en France, par exemple, un poisson ne peut pas, enfin, rencontre un obstacle tous les 5 kilomètres de cours d'eau. C'est un chiffre très moyen à l'échelle de la France, mais traduit quand même le fait qu'on a aussi, et ça c'est un impact conséquent de nos activités humaines, on a complètement aménagé les cours d'eau. Il y a très peu de cours d'eau finalement qui sont sauvages ou à l'état naturel, puisqu'on a complètement, voilà, on a dérivé, on a bétonné sur les berges pour se prémunir des risques d'inondation. On a construit ces barrages, on a extrait toute cette eau en pompant de l'eau soit directement dans les rivières, soit dans les nappes qui accompagnent ces cours d'eau. Donc, en fait, on a voilà, profondément aménagé ces cours d'eau. On a aussi détruit les zones humides, ça c'est aussi un autre volet. Euh, Oui, le 2 tiers des zones humides en France qui ont disparu au XXe siècle, enfin quelque chose d'énorme, Voilà, au moins plus de moitié, 50%. peut-être trois Ouais, quarts, bon. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et les zones humides en France, et même dans le monde, hein, ce sont des réserves. Enfin, moi, j'aime bien commencer même par les zones humides dans mes présentations, mes conférences, parce que c'est un peu, c'est un peu bizarre. Ce sont des milieux qui regorgent de biodiversité, qui nous rendent des services incroyables gratuitement. Hein, ils retiennent de l'eau, ils nous protègent des inondations, ils favorisent la biodiversité, ils stockent du carbone, euh, 30 fois plus que les forêts. Enfin, c'est incroyable. Les zones humides valent des milliards d'euros. Et pourtant, on les a complètement décimées. En Oui. fait, Vous avez une les zones mauvaise image à cause des moustiques, non? Enfin, bon. Exactement, voilà. Mm. En fait, historiquement, les zones humides sont dans l'inconscient collectif synonymes de quelque chose de sale, quelque chose qui va rapporter des maladies. Et donc, on a drainé massivement ces espaces, ces milieux naturels qui regorgent d'eau et de vie. Et alors que aujourd'hui, c'est vraiment notre principal allié contre le changement climatique. Mais on hérite aussi d'une pensée qui vise à drainer le plus possible, le plus vite possible, toute cette eau qui est stockée, qui effectivement grouille d'insectes et de vie, quoi. Mm. Il y a un rapport de WWF sur les zones humides qui montre que, et là ça peut être super intéressant de le dire, le fait de détruire ces espaces naturels, hein, ces zones humides, on s'expose, en fait on contribue à hauteur de 30% le risque de pandémie mondiale. C'est affolant. C'est affolant. Et là, dans un contexte qu'on vient de traverser avec le Covid, c'est clairement un sujet sanitaire majeur pour se dire avec le changement climatique, on aura probablement plus de pandémies. Donc, sauvegardons les zones humides. Ouais, ouais. Alors justement, avant de passer au fait que et encore, tout ça c'est sans changement climatique, tous ces dérèglements du cycle de l'eau, et on va passer en quoi le changement climatique accentue toute cette joie et bonne humeur. Mais pour prolonger sur cette question de, comment dire, héritage culturel qui dit ça c'est sale, et c'est en lien avec une mission de conseil que je mène actuellement sur le sujet de la nature en ville, et donc en quoi la renaturation des villes et le paradigme dit de la ville éponge, donc Mm. favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols de la ville et voir les sols urbains comme des éléments vivants qui rendent des services écosystémiques. Ce que je viens de dire, c'est un peu du chinois
pour les services voirie et assainissement, mais ça se comprend. Pareil, au 19e siècle, l'eau dans la ville, c'était vu comme un élément sale, je sais pas quoi, le choléra, etc. Et il fallait surtout pas que ça s'infiltre, il fallait s'en débarrasser et l'évacuer. Et là, on est en train d'expliquer qu'il faut pas faire exactement le contraire, mais bon, là aussi, je pense qu'il y a un peu de sensibilisation à mener avant même de mener tous ces chantiers de ville éponge, de faire comprendre en quoi même un sol urbain peut être un élément vivant qui rend des services de régulation climatique, contrôle des crues, îlots de fraîcheur, etc. Bien sûr, oui, oui. Là, les villes, en fait, faut réexpliquer aussi l'histoire de l'assainissement, hein. Faut savoir que le premier système d'assainissement inventé par l'humanité, c'était les Romains, la Cloaca Maxima, il y a plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. On a effectivement évacué le plus loin possible nos déjections, puisqu'elles apportaient choléra et maladies hydriques. Il faut savoir aussi que dans le monde, hein, encore, les maladies hydriques sont très présentes et sont un des premiers facteurs de mortalité au monde. Donc c'est toujours d'actualité. Il y a certains pays qui n'ont malheureusement pas accès à l'assainissement. Et je renvoie aussi à plein de fondations et des travaux humanitaires exceptionnels, notamment en Inde, hein, sur l'histoire des toilettes. Et donc, nous, en France, on a de la chance, hein, depuis le début des années 1900. Finalement, c'est pas si vieux que ça. On a ce réseau d'assainissement qui nous permet, voilà, de ne pas s'exposer à ces maladies hydriques. Donc, on a développé à la fois le réseau d'eau potable et un réseau distinct qui est le réseau d'assainissement. Et on a aussi développer le réseau des eaux pluviales. Certaines villes, et ça on l'oublie trop souvent, par exemple quand vous vous baladez dans la rue, que vous voyez une bouche d'égout, bah, finalement c'est pas l'égout comme on s'imagine, c'est-à-dire un mélange de pipi, de caca et de mégots, c'est vraiment tout ce dont j'ai dit au départ, là, nos élections, ça va dans l'assainissement, mais tout ce qui va sur nos chaussées, tout ce qui va ruisseler dans les villes, va finir directement dans les rivières sans traitement. Donc ça, c'est déjà une chose à savoir. Les réseaux d'eau pluviale ne traitent pas les pollutions des villes, les pollutions des hydrocarbures, des macro-déchets, voilà, tout ce qui est tout ce qu'on peut retrouver dans la ville, ça part directement dans les rivières et dans les mers. Donc bon, voilà, on a traité depuis plusieurs dizaines d'années le problème de l'assainissement. En France, on est plutôt bien, même si voilà, il y a d'autres enjeux. Mais voilà, maintenant se pose la question des eaux pluviales. Et donc, quand on dit il faut transformer nos villes en éponges, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut décharger les réseaux d'eau pluviale qui ne sont pas adaptés à des pluies très intenses qui vont ramener massivement de l'eau dans ces réseaux. Là, l'objectif, ça va être de faire en sorte que l'eau reste le plus longtemps possible dans les sols. Et là, je te rejoins complètement en disant que même un sol urbain, même des friches industrielles qui ont été polluées, etc., peuvent absorber de l'eau si on revégétalise massivement et si on aménage des installations hydrauliques douces, on appelle ça, qui vont permettre de ralentir l'eau qui va tomber sur une parcelle et s'infiltrer doucement dans le sol. Et en même temps dépolluer, parce qu'on pourrait très bien se dire, eh ben voilà, on va créer, admettons, une zone humide sur une ancienne friche industrielle. Comme ça, on va faire de la dépollution végétale. Voilà. Je te laisse, tu es plus experte que moi, tenter une synthèse de comment le dérèglement climatique accentue un petit peu tout ce qu'on vient de voir. C'est assez vertigineux, mais rien que bon, je sais pas, les canicules vont augmenter encore plus l'évaporation de l'eau verte des sols, vont encore plus augmenter l'évaporation de l'eau qu'on aura remontée dans les bassines depuis les nappes, diminuer les stocks d'eau disponibles dans les glaciers, parce qu'il va moins neiger et plus pleuvoir, donc les montagnes vont stocker moins de neige qu'ils vont pouvoir libérer en printemps-été quand on a besoin. Enfin, c'est juste un petit tour d'horizon, mais il y aurait tellement d'autres choses à dire. Peut-être tu auras sûrement une manière plus structurée que moi pour l'expliquer aux gens. Je vais essayer, mais en fait, c'est tellement complexe qu'il faudrait une conférence à part entière pour en parler. Effectivement, quand je dis qu'on a
profondément altéré le cycle de l'eau avant le changement climatique. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le changement climatique va impacter et faire x10 un peu tous les impacts des activités humaines précédentes et va en fait affecter le cycle de l'eau dans son ensemble et à tous les moments de la chaîne. Là, je vais commencer par ce qu'on connaît le plus, hein, c'est-à-dire l'effet de serre. Il faut savoir que l'eau, la vapeur d'eau, c'est le principal gaz à effet de serre. Donc, si pour chaque degré supplémentaire, on a 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère, et ben, ça veut dire qu'on a une sorte de boucle de rétroaction qui va s'instaurer et qui va emballer la machine climatique. Je l'ai lu pas mal là-dessus sur cette rétroaction Mm. positive où le réchauffement induit par le CO2 réchauffe l'atmosphère, donc qui est plus humide, donc qui contient plus de vapeur d'eau et donc Mm. qui accélère le réchauffement. Et cette seule rétroaction, je ne veux pas dire de bêtises, mais elle multiplie par quelque chose comme 2 le réchauffement. Donc ça veut dire dans le plus 1 degré qu'on observe actuellement, il y a une bonne partie qui est liée à cette rétroaction-là. Je Tout à fait. t'interromps pas plus, mais Ouais, c'est important. ouais. Eh ben, il y a même des études qui montrent qu'en fait, dans le plus 1 degré, finalement, la vapeur d'eau est responsable de quasiment la moitié de ce plus 1 degré. Donc, ça vient peut-être un peu C'est ça, corroborer ouais. tu vas me dire. Mais effectivement, c'est déjà de base, et donc comprendre que les conséquences, quelles seraient-elles derrière? C'est l'atmosphère, c'est un réservoir qui est contraint, ça veut dire qu'on ne peut pas augmenter la vapeur d'eau de manière illimitée. Euh, il va se saturer en vapeur d'eau à un moment donné, et donc ça veut dire que on va avoir des pluies diluviennes qui vont être plus fréquentes sur nos continents. Donc voilà, déjà une plus forte évaporation depuis les océans, donc plus d'eau dans l'atmosphère et donc plus de pluie intense. On va avoir aussi l'effet inverse, c'est-à-dire des sécheresses plus intenses et plus longues sur nos latitudes. Et ça, c'est une conséquence directe du réchauffement climatique. D'ailleurs, il y a une étude de l'INRAE qui montrait que 2022, l'année 2022, la sécheresse terrible qu'on a traversée, sera la norme en 2050. Et en fait, c'est quelque chose auquel on doit se préparer, qui va Voilà. revenir. Donc Et ça, ce sera la c'est norme et il y aura donc des voilà, extrêmes plus amples que 2022. Enfin, c'est voilà, ce qu'il exactement. faut Voilà. retenir, quoi. Et donc là, il faut se dire aussi une chose, c'est qu'on est à plus 1,2 degré de réchauffement depuis le début de l'ère industrielle. On n'est que à plus 1,2 degré. Quand on nous dit à la fin du siècle, on va se préparer à un monde à plus 4 degrés, c'est énorme. C'est vraiment Bon. énorme. Donc c'est Malheureusement, ce n'est pas à exclure, même si ça peut être plus voilà. 3, ça peut être plus 2,5 si on se bouge un peu, ça peut être plus 2 si on se bouge vraiment très, très fort. Bon, bref, mais Dans espérons tous les plus cas, 4, je sais pas comment on survit, mais bon. voilà, Voilà. dans tous les cas, on aura des événements plus extrêmes. Ça veut dire que même en hydrologie, ça va être compliqué de le caractériser parce que en hydrologie, on caractérise les événements extrêmes par des statistiques, que ce soit pour les étiages, donc les basses eaux ou les hautes eaux, les crues. On a ce qu'on appelle des crues décennales. C'est des crues de période de retour 1 sur 10. Ça veut dire que chaque année, on a une chance sur 10 de dépasser ce débit. C'est une chance sur 10 finalement deviendront peut-être une chance sur 2. Ça veut dire que vraiment toute notre période statistique, enfin, nos observations statistiques sont complètement chamboulées par le changement climatique, par les effets du changement climatique. Je reviens un petit peu sur donc la genèse en fait de ces pluies. Qui vont arriver donc massivement sur notre latitude. Si je me concentre seulement sur la France, donc faut voir dans le sud, hein, on a un climat dit méditerranéen, ça veut dire une période longue sans pluie et des périodes avec des épisodes méditerranéens très intenses. Aujourd'hui, on a 15% de la superficie de la France qui est concernée par ce type de climat. Les experts annoncent que à la fin du siècle, on sera quasiment à la moitié. La moitié de la surface de la France sera concernée par ce type de climat. Bon, grosso modo, ça veut dire qu'il remonte. Mais ça veut dire aussi que des territoires qui ne sont pas du tout habitués à ces événements extrêmes
eh ben, auront plus de mal à s'adapter que des territoires, par exemple dans le sud de la France, qui sont habitués à ces épisodes-là. Par exemple, Vaison-la-Romaine en 1992, les crues de Nîmes en 96. Ça, c'est des événements que ces habitants-là, ces régions-là sont habitués à vivre et à voir. Ils se sont adaptés. Si on remonte, et dans un temps extrêmement court, là, tout l'enjeu de l'adaptation est de dire il va falloir se préparer à des épisodes méditerranéens à Lyon. Ah oui, oui. Ou à Dijon, ou enfin voilà, c'est vraiment ça. Alors par contre, si pardon, je m'attarde un petit peu sur Paris. On ne sera peut-être pas dans ces cas de figure-là, mais parce qu'on a aussi un autre historique sur Paris avec ces bassins, c'est un énorme bassin de rétention des crues de la Seine. Euh, on a une autre topographie aussi. Enfin voilà, et les phénomènes de crues sur la Seine ont une dynamique un peu différente. C'est souvent des submersions de nappes et donc qui ont une inertie plus longue. Enfin, c'est pas pareil que des crues dans le sud de la France, où ce sont qu'on appelle des crues éclairs qui arrivent d'un coup. La pluie arrive et paf, on voit tout de suite le cours d'eau monter et descendre aussi sec. Là, les crues de la Seine, c'est quelque chose de beaucoup plus long, mais massif. Et en plus de ça, depuis, Paris s'est énormément agrandi, urbanisé, donc on a des enjeux encore plus importants. Voilà, donc vraiment comprendre que on va avoir des phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents, intenses, et des territoires qui n'étaient pas habitués jusque-là à ces phénomènes-là vont devoir s'adapter en un temps record. Hmm. Non, merci de ce panorama, évidemment, pour dire tant de plus. Mais alors, passons aux aspects plus politiques. Alors, nous sommes en train d'enregistrer le 31 mars. Je diffuserai probablement début avril, mais en tout cas, hier, jeudi 30 mars, l'État a annoncé son plan eau. J'ai jeté un œil, ça m'est apparu à première vue comme finalement un catalogue assez complet de mesures, la réutilisation des eaux usées, la tarification sociale, entre guillemets, donc une tarification progressive de l'eau, la sobriété des usages, patati et patata. Mais alors, tu me disais en préparation de cette interview que ce plan eau échappe un peu à la complexité du problème. Est-ce que tu peux développer? Oui, bien sûr. Alors, je pourrais pas absolument tout détailler en si peu de temps, mais bon, je te rejoins hein, sur le fait que ils ont beaucoup travaillé. On sent que les services ont été très productifs et qu'il y a certaines mesures annoncées qui semblent pertinentes, hein, notamment cette fameuse tarification, la question de l'amélioration des rendements des réseaux d'eau potable, où on annonce que voilà, il y a un certain nombre de communes qui perdent la moitié de leur eau potable dans les fuites de réseau. Donc, accompagner ces collectivités pour qu'elles puissent renouveler ces réseaux. Euh, je dirais, là, le premier volet, c'est sur la sobriété, hein. On est sur la sobriété des usages, des prélèvements. On annonce qu'on va réduire les volumes prélevés. Alors, ce qui m'embête un peu, je suis d'accord et je rejoins et je souscris totalement cette intention, c'est qu'on oublie de dire que la moitié des prélèvements d'eau douce en France sont faits par les centrales nucléaires. C'est pour le refroidissement des centrales nucléaires. Donc, principalement sur l'axe Rhône, puisque c'est là qu'on a des centrales nucléaires en circuit ouvert. C'est celles qui prélèvent le plus d'eau et qui le rejettent ensuite dans le milieu. La question du nucléaire en France, c'est vraiment une spécificité française, hein. On est un des pays les plus nucléarisés au monde, mais ça nécessite de l'eau. Donc, faut comprendre que voilà, si on veut développer le nucléaire en France, il va falloir de l'eau. Et il va falloir aussi de l'eau froide, chose qui n'est absolument pas garantie avec le changement climatique. Et on a aussi la question de rejeter des eaux plus chaudes dans les milieux aquatiques. Les écosystèmes n'aiment pas trop ça. Donc, est-ce qu'on va pouvoir continuer finalement à rejeter des eaux plus chaudes dans dans ces écosystèmes? Euh, donc voilà, donc vraiment, c'est là où on voit que la question de l'eau est complètement intriquée avec la question de l'énergie et de la biodiversité, puisque si, voilà, où est-ce qu'on va mettre le curseur pour notre souveraineté énergétique et avoir une biodiversité toujours fonctionnelle qui va nous prémunir des pandémies, voilà, enfin, de plein de choses. Les écosystèmes aquatiques sont essentiels pour nos sociétés humaines.
Voilà. Tu parlais des statistiques sur les prélèvements par les centrales nucléaires. Alors, il y a prélèvement, il y a consommation. Et alors, côté consommation, c'était 30%, puis finalement non, c'est 21%, et puis maintenant finalement non, hier ils ont annoncé c'est 12%. Bon, ok, pourquoi pas. Mais effectivement, je sais pas, est-ce que c'est tant ça le problème ou le fait qu'en été, de toute façon, il va falloir arbitrer entre les usages et aussi que, comme tu le dis, les centrales nucléaires ont besoin de l'eau d'une certaine température. Après, bon, si c'est en été réduire leur fonctionnement, est-ce que c'est si grave que ça? C'est pas non plus la période pendant laquelle on a le plus besoin Mm, d'électricité. Bon, enfin, je sais pas, j'ai pas mm, mm, plus que ça mm. regarder le sujet. Alors, à la fois pour le nucléaire et pour l'agriculture, là, il me semble important de clarifier quelque chose, c'est de faire la distinction entre les volumes prélevés et les volumes consommés. Les volumes prélevés, c'est la demande en eau. C'est ce dont on a besoin pour satisfaire notre usage, notre besoin. Et donc, par exemple, le nucléaire prélève beaucoup d'eau, mais il en restitue une grande partie quand c'est en circuit ouvert, ou même fermé. Mais il y a la question de la consommation. La consommation, on estime que c'est ce volume d'eau qui ne retournera pas dans le milieu, c'est-à-dire qui est évaporé, en gros, hein. En gros, c'est ça. Par exemple, les barrages hydroélectriques prélèvent beaucoup d'eau, des milliards de mètres cubes d'eau à l'échelle de la France, euh, mais ils en restituent une grande partie à l'aval, parce que c'est turbiné et quasiment tout de suite après, on retrouve cette eau à l'aval. Néanmoins, quand on fait des barrages, on crée donc des grandes surfaces d'eau, des surfaces qui seront soumises à l'évaporation massive. Cette évaporation, elle n'est pas négligeable, hein, à l'échelle du monde. Maintenant, on a tellement construit de barrages sur le monde, enfin, dans tous les pays du monde, que maintenant, cette évaporation est considérée comme un prélèvement. Et c'est même 11% des prélèvements mondiaux. Donc, en fait, c'est de l'eau qui est consommée, c'est de l'eau qui est perdue parce qu'elle est partie dans l'atmosphère et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Si elle va revenir sur le bassin où est-ce qu'elle va. Enfin, voilà, c'est les processus atmosphériques qui nous échappent. Donc, quand on parle du nucléaire, effectivement, on va prélever 16 milliards de mètres cubes par an. Et on va en rejeter une grande partie dans le milieu naturel, mais par l'évaporation, on va en consommer finalement 600 millions de mètres cubes d'eau. 600 millions de mètres cubes d'eau à l'année. Donc, je ne sais pas si c'est ce 600 millions de mètres cubes d'eau qui correspond au fameux 12% annoncé par le gouvernement. Je sais plus, mais ça me parle. Mais mettons. Ça doit être ça. Par contre, l'agriculture, et là c'est un autre sujet, l'agriculture concentre ses besoins en eau à une période qui est celle entre le printemps et la fin de l'été. Et ça, c'est de l'eau qui est 100% consommée, ou allez, 80%, 90%. On va dire qu'il y a une partie qui va peut-être percoler dans les sols bon, voilà. Mais essentiellement, l'agriculture va consommer de l'eau bleue et de l'eau verte parce qu'on en aura besoin pour la croissance des plantes et ensuite, voilà. Et ça, c'est quand même plus de 3 milliards de mètres cubes d'eau consommés chaque année. Euh, donc ça, c'est de l'eau bleue. Euh, je parle pas d'eau verte, hein. C'est bien Ouais, plus. ouais. Mais voilà, donc faut regarder aussi. C'est là où je dis il y a vraiment besoin d'appréhender cette complexité parce que les tensions en eau. Si on est un pays en France où il y a beaucoup d'eau, on est un pays quand même relativement bien arrosé, hein, quasiment 1 mètre par an par mètre carré de la métropole. C'est quand même beaucoup. Il y en a 60% qui repartent par évapotranspiration, mais n'empêche qu'on a quand même pas mal de ressources. Mais par contre, on a beaucoup de besoins. Et ces besoins se concentrent à une période donnée qui est celle de l'été. Donc, quand on a un territoire, et donc en fait, quand on parle de stress hydrique, de tension quantitative, il faut regarder à la fois le territoire, où est-ce qu'on se place,
et la période à laquelle on se situe. Si on a un territoire, admettons par exemple le sud de la France, où on a une population touristique saisonnière importante, donc une demande en eau potable qui est très forte, plus une demande en eau pour l'irrigation, et ben là on peut avoir des problèmes de conflit d'usage. Quand on a aussi une demande très forte pour l'électricité, notamment en été, pour la clim, pour tous nos déplacements, etc., etc., et tension aussi entre l'énergie, l'agriculture, l'eau potable. Donc vraiment, là, les tensions qui vont arriver seront de plus en plus prégnantes en été. Et donc, tout l'objet de ce plan, c'est d'anticiper ces tensions et de prévenir les crises plutôt que d'être en curatif pendant les crises où là, le dialogue peut être rompu et là, on peut avoir des guerres de l'eau, quoi. Venons-y justement, la transition est toute faite sur ce sujet des bassines. Alors, bon, je vais encore me faire des amis, mais bon, j'ai fait un post l'autre jour sur le maïs, qui est quand même bon, pas au centre de ce sujet-là, mais quand même, ça fait partie des enjeux clés. Je voyais dans les statistiques Agrest, donc on ne peut pas parler d'une organisation particulièrement anarcho-gauchiste, mais que quasiment, quoi, pas une moitié, mais un bon 45% des surfaces irriguées en France le sont pour le maïs. Donc l'agriculture étant quasiment la moitié de l'eau consommée en France, ça fait quand même une bonne part juste pour le maïs. Et c'est concentré cette consommation-là un peu au mauvais moment, donc en été où on manque d'eau. Souvent au mauvais endroit parce que c'est notamment dans le sud-ouest où il y a beaucoup de ces cultures qui se concentrent et après les débouchés de ce maïs c'est en quasi-totalité pour l'élevage intensif avec encore plus en aval puisqu'on parle d'eau ici mais et pas de bien-être animal mais restons sur le sujet mais en aval donc des excès d'effluents d'élevage qui provoquent l'eutrophisation de l'eau donc des zones hypoxiques près des côtes qui exterminent quasiment toute vie marine proche des côtes. Là où elle est particulièrement riche, parce que c'est proche des côtes, à nouveau, pour citer Marc-André Solos, c'est proche des côtes que la vie marine est riche, parce que c'est là qu'elle est proche des nutriments envoyés par les sols. Je m'arrête là pour cette tribune anti-maïs. Je suis pas aussi radical, mais je veux dire, j'appelle à plus de mesures dans ça, et non pas interdire, que sais-je. Toi, tu es scientifique, donc c'est pas ton rôle, mais néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire scientifiquement sur le sujet des bassines? Mais qui rejoint plus largement le sujet de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, parce que ces bassines sont vues par certains comme un moyen d'adaptation à ce climat qui change, comme on l'a évoqué, par d'autres comme de la maladaptation. Donc, sans prendre position forcément de ton côté, est-ce que tu peux nous donner des clés de lecture? Voilà. Alors, merci pour ta question qui est très, très pertinente et brûlante d'actualité. Effectivement, alors moi, on va dire ma posture en tant que scientifique. Je vais juste expliquer déjà de base comment fonctionne une bassine et pourquoi, en fait, pourquoi est-ce que l'État estime avoir besoin des bassines. Dans ces régions où, effectivement, on a beaucoup d'irrigation du maïs, je souscris totalement au chiffre des 45%, bien qu'ils datent de plus de 10 ans, ils n'ont pas été actualisés, bref. Oui, alors que les statistiques existent, je sais pas pourquoi je trouve pas. Grosse opacité. Pour répondre, grosse opacité sur l'irrigation du maïs. Disons que ça reste beaucoup. Ça, c'est pas en dessous de 30% aujourd'hui, on va dire Ce n'est ça. pas négligeable. Ce n'est vraiment pas négligeable et effectivement, on n'a pas les chiffres les plus actualisés sur cette culture, malheureusement. Et on devine pourquoi. Mais simplement pour expliquer, effectivement, qu'on est complètement dépendant au maïs, pas que pour l'agriculture, mais aussi pour les cosmétiques, les amidons de maïs qu'on retrouve dans certains matériaux. Enfin voilà, on a développé une filière maïs extrêmement complexe qui ne sert pas que à l'agriculture, mais à aussi d'autres filières. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais simplement pour expliquer que voilà, les besoins en eau du maïs sont effectivement très importants et concentrés sur le mois de juillet et août pour favoriser des grains plus gros, plus importants. Et donc, clairement, entre une parcelle irriguée et non irriguée, il n'y a pas photo, il y a un rendement qui est beaucoup plus important. Il faut comprendre que c'est une plante tropicale qui ne pousse pas sous nos latitudes. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'eau à cette période, on a besoin d'irriguer.
Maintenant, je parlerai peut-être des agriculteurs. Moi, je les comprends, hein, ceux qui ont besoin d'eau pour bah, voilà, continuer à vivre, hein, tout simplement. C'est leur manière à eux de vivre. Ils ont été poussés dans ce système, ma foi. Par contre, expliquer pourquoi ces bassines. Donc, jusqu'à présent, ces agriculteurs irrigants prélevaient de l'eau directement dans les nappes en été, période d'étiage. Donc, bah, là où il y a le moins d'eau, donc voilà. Et plutôt que de se dire finalement, est-ce que on pourrait pas changer de culture? Est-ce qu'on pourrait pas faire autrement? Eh ben, on s'est dit, on va finalement créer des stockages pour faire ce qu'on appelle des réserves de substitution. C'est-à-dire que plutôt que de prélever l'eau en été quand elle est rare, on va la prélever quand elle est relativement abondante en hiver, mais toujours dans les nappes. Hein, ça, c'est pas de l'eau de pluie. Hein, j'insiste là-dessus. Ce ne sont pas des retenues collinaires, ce sont des bassines. On va prélever massivement toujours de l'eau en hiver et on va la stocker à l'air libre pendant quelques mois, le temps, bah voilà, le temps de remplir ces bassines et ensuite les utiliser quand il y en aura besoin. C'est l'État qui pousse à ces infrastructures puisque dans leur arrêté sécheresse, ne pourront irriguer et ne peuvent irriguer, c'est déjà le cas, les agriculteurs en été que si ils ont des bassines. Ceux qui ont des forages privés pour irriguer leur culture en été ne seront pas autorisés à l'irriguer. Donc, ça pose la question de, effectivement, les qualités de traitement hein, entre agriculteurs déjà, et aussi avec les autres usages. Là où pour moi, c'est une solution de maladaptation, hein, très clairement je le dis, c'est que plutôt que d'interroger le besoin et plutôt que de mettre tout cet argent public dans l'accompagnement des agriculteurs vers un changement de modèle et voire même un changement de filière hein, complètement, et ben on va continuer en fait à alimenter un modèle agricole qui par ailleurs dépend énormément des énergies fossiles. Quand on va cultiver du maïs, il va falloir des engrais azotés qui nécessitent du gaz, ensuite mécaniser effectivement bah, toutes ces parcelles en monoculture donc qui dépendent des énergies fossiles, ensuite transporter, transformer enfin voilà. Donc là on s'attaque à effectivement un modèle agricole qui est à bout de souffle et pour lequel je comprends qu'il y a une grosse attente pour aller vers autre chose, aller vers des modèles plus résilients et probablement plus petits, qui vont donc du coup à l'encontre de la PAC, la politique agricole commune de l'Europe, et donc qui vont en fait tout simplement restaurer les sols. Là, ce dont on a besoin, c'est vraiment cette zone critique en hydrologie, c'est celle des sols. Là, l'objectif, ça va être de retenir l'eau dans les sols. Et ça paraît du bon sens. Même la plupart des paysans me disent, mais oui, vous avez raison, bah, c'est ce qu'on a toujours fait, c'est ce qu'on cherche C'est à ce que faire. fait l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation des sols, l'agroécologie d'une manière générale. Voilà, en fait, ces régions-là qui aujourd'hui maintenant construisent ces bassines, c'est ces mêmes régions qui ont détruit ces espaces aquatiques, ces milieux humides, ces bocages, ces haies, ces mares, qui permettaient de retenir l'eau dans les sols, justement. Donc Non, là, alors effectivement, il y a cet aspect fuite en avant, mais mettons que le passé ce soit le passé, bon, ok, et que maintenant on en est là. Pourquoi ce serait une solution de maladaptation? Ouais, souvent, ce que j'entends, c'est qu'on la remonte en surface où elle va s'évaporer. Mais voilà, mais est-ce que tu peux peut-être détailler encore un petit peu au-delà de ça? il y a plusieurs choses, plusieurs conséquences indirectes. C'est déjà au niveau de la nappe. Si on fait ça, on va abaisser le niveau de la nappe en hiver. Donc cette eau n'ira pas dans les rivières et ne restera pas dans le stock d'eau souterraine, hein, il va être mis en surface. Donc ça veut dire qu'on va changer déjà la dynamique d'interaction entre les nappes et les rivières. Une rivière, pardon, elle est constamment en échange avec sa nappe. Voilà, on a besoin, en hiver, la rivière est haute, elle va alimenter une nappe. En été, la rivière est basse, les nappes vont alimenter les rivières. Donc, c'est comme ça que ça marche. Si on modifie cette interaction, on risque de découpler ces interactions-là. La rivière et la nappe ne seront plus en interaction. Ce qui fait qu'on va avoir des assecs
probablement plus long, plus fréquent sur ces zones où il y avait ces interactions. En fait, première chose, on va stocker cette eau fraîche et de bonne qualité en surface. Ça veut dire qu'on va la réchauffer, cette eau, donc elle va s'évaporer, mais elle va aussi elle-même chauffer. Ça veut dire plus sujette à un développement algal. Les algues aiment bien les milieux chauds, hein, donc ça veut dire de l'eau chaude. Je pense même que d'ailleurs, les agriculteurs qui voudront utiliser cette eau ne seront pas forcément favorables à utiliser de l'eau chaude parce que une eau chaude sur les cultures, ça fait pas un bon ménage, hein. Donc, puis en plus de ça, elle va croupir. Donc effectivement, d'un point de vue juste purement qualitatif, est-ce qu'on va pouvoir réutiliser cette eau qui sera probablement chargée en bactéries, en algues, etc. Bon, ça pose un problème aussi sanitaire. Donc voilà, il y a plusieurs impacts et conséquences qu'on n'a pas forcément anticipées, je pense. Et là, la vraie question, c'est bon, voilà, ce modèle agricole. Et d'un point de vue purement hydrologique, on n'a pas aujourd'hui d'études qui démontrent l'efficacité de ces systèmes à l'échelle d'un bassin versant. On ne sait pas dire que la démultiplication de ces bassines sera favorable ou pas sur l'hydrologie d'un bassin versant. Ni si C'est elles pas sont adaptées à un climat qui change. Enfin là, en ce exactement, moment, les nappes sont vides, donc qu'est-ce qu'on va aller pomper? c'est Enfin, ça, bon, c'est je ça. le dis avec mon esprit simpliste, mais j'ai à peu près compris le système, je crois. Il y a Et là, en ça, ce moment, il y a qu'est-ce qu'il y a ça. à pomper, quoi? Bon, Voilà, ouais. voilà, Et on est qu'en 2023, on va dire, voilà. 2022-2023. Non, écoute, je pourrais évidemment t'écouter des heures et je pense que mes auditeurs aussi, parce que c'est tellement passionnant et complexe et tu l'expliques bien. Je vais te libérer parce que je pense que tu dois y aller. Tu es Je très vais sollicité en ce enchaîner, moment oui. et félicitations. Non, vraiment que l'intérêt de la société aussi s'accroît pour vos sujets. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Cyrus. À Merci bientôt. beaucoup, Charlène. Merci. Au revoir. Au revoir.